Donc bienvenue pour ce premier webinaire Parlons Évaluation. Donc moi je suis Théophile Courtier, je suis administrateur de la Société française de l'évaluation. Et donc en fait on est très heureux de lancer ce cycle de webinaires qui répond en fait à une volonté de l'association, du conseil d'administration de proposer à ses adhérents un espace, des temps d'échange, de partage, de rencontre entre les adhérents de la Société française de l'évaluation, des temps qui permettent de s'informer, d'échanger, de débattre, d'apprendre, de bénéficier de retours d'expérience, de valoriser également les travaux de la communauté des évaluateurs et évaluatrices, c'est le cas aujourd'hui notamment. Et puis c'est un espace dont les adhérents pourront se saisir, puisqu'en fait on est très ouvert aux propositions de contribution. On reviendra vers nos adhérents à la rentrée pour voilà, leur proposer d'alimenter ce cycle de webinaire avec leurs contributions. Et on a souhaité lancer ce cycle en donnant la parole à la jeunesse, à la relève, on va dire, en leur permettant de présenter leurs travaux, les travaux qui ont été primés donc, pour la deuxième édition du prix du mémoire de master en évaluation. Donc peut-être avant de laisser les lauréats se présenter, juste quelques mots sur le prix du mémoire de master en évaluation. Donc c'est un prix qui est à l'initiative des jeunes évaluateurs émergents. Donc c'est le groupe comme son nom l'indique, le groupe des jeunes évaluateurs de la Société française et évaluatrices, pardon. Et donc c'est un prix qui vise à valoriser les travaux des étudiants en évaluation de politique publique, à favoriser leur insertion dans les milieux professionnels et académiques. Et c'est aussi un moyen pour la SFE de se rapprocher aussi, de renforcer ses liens avec le milieu académique. Euh, donc, il y a trois catégories dans ce prix: une mention pratique professionnelle, une mention réflexion sur les pratiques évaluatives et une troisième mention sur les recherches évaluatives, avec donc 5 critères d'appréciation, un qui porte donc sur est-ce qu'on est vraiment sur un travail qui traite de l'évaluation, un autre critère sur le côté innovant de l'approche ou du sujet, un troisième sur la rigueur de la méthode, un quatrième sur la pertinence des références, et enfin un dernier plutôt sur l'investissement dans le travail. Donc le jury était pour l'année 2022 composé de spécialistes de l'évaluation, donc présidé par Anne Révillard, donc qui est professeure associée en sociologie et donc qui est directrice du LIEP, donc du laboratoire interdisciplinaire en évaluation des politiques publiques à Sciences Po. Également composé de Gaël Baron, donc docteur en sciences économiques et qui exerce à la mission évaluation des politiques publiques à Métropole de Toulouse. Et enfin de Agathe DeVos-Patarakis, donc qui est docteur en sciences politiques et consultante chez Quadrant Conseil. Donc la remise des prix en fait avait eu lieu au JFE en novembre dernier. Simplement, voilà, on a laissé les participants, les lauréats ont eu très peu de temps pour présenter leurs travaux qui étaient d'une très grande qualité et d'une très grande richesse. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a souhaité leur laisser un temps quand même plus important pour leur permettre de présenter leurs travaux dans de bonnes conditions. Et donc, je vais les laisser se présenter. Donc, on a la chance d'avoir 3 des 5 lauréats aujourd'hui avec nous. Sarah, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci encore à Théophile et plus globalement à la Société française de l'évaluation pour l'organisation de ce webinaire et l'invitation. Donc voilà, je suis Sarah Achab, une des lauréates de l'édition 2022 du prix du mémoire de master en évaluation des politiques publiques. Et j'exerce actuellement à la mairie de Grigny, qui est ma ville d'origine, dans laquelle je réside encore aujourd'hui, en tant que coordinatrice de la stratégie territorialisée de prévention et de lutte contre la pauvreté. Un long nom pour parler de la stratégie nationale qui a été déclinée donc au niveau local, et j'occupe ce poste depuis 3 mois maintenant. De belles missions qui t'attendent. Merci beaucoup. Maintenant, je te laisse prendre la suite. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci également à Théophile et à l'ensemble de la Société française d'évaluation
C'est une très belle initiative et c'est un plaisir de pouvoir parler de nos recherches aujourd'hui. Donc moi, je suis diplômée de Sciences Po Paris, un master en économie et évaluation des politiques publiques. Et actuellement, j'exerce au comité d'aide au développement, le DAC de l'OCDE, et je travaille sur des thématiques d'aide au développement et de transition énergétique. Alors, donc tout à fait en lien avec, ton mémoire, on y reviendra. Hugo, à toi. Bonjour. Bon, je me joins aux remerciements de Manon et de Sarah. Pour ma part, aujourd'hui, je suis consultant en évaluation de politique publique au sein du cabinet Planète Publique. Je travaille spécifiquement sur des évaluations en lien avec le développement durable et la transition. Voilà, et donc c'est aussi plein de missions différentes qui m'attendent. Merci beaucoup, Hugo. Peut-être pour commencer, une question toute simple, j'ai envie de dire, pourquoi en fait? Pourquoi, avoir choisi de travailler sur, de faire votre mémoire sur l'évaluation des politiques publiques? Est-ce que c'était, lié à une appétence personnelle de votre part? Ou est-ce que c'était, dans le cadre d'un cours, vous avez découvert, l'évaluation et vous êtes tombé amoureux? Et aussi, pourquoi peut-être pourquoi sur un sujet, donc, par exemple sur, le programme de démocratisation? Pourquoi sur, l'aide publique au développement et la stratégie, nationale bas carbone? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre cheminement dans le choix de votre sujet? Sarah, je te laisse débuter. Oui, alors, pour la slide, j'avais mis des logos parce que, voilà, je voulais pas forcément mettre d'écrit et puis ça représentait bien, un peu mon parcours et ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet-là, donc sur l'évaluation du programme de démocratisation de l'IEP de Saint-Germain-en-Laye. Alors Grigny, bah, comme je l'ai dit parce que je suis originaire de Grigny et c'est en habitant dans cette ville et en fréquentant un lycée, situé zone ZEP que j'ai pu ensuite, participer à un programme moi-même de démocratisation, et donc qui lutte, en faveur de l'égalité des chances pour les jeunes élèves, puisque j'étais au lycée et donc c'était en lien avec, un programme, dispensé par l'école polytechnique pendant 3 ans qui s'intitule «Une grande école, pourquoi pas moi?» et donc il manque le U et le P, mais c'est bien ça le nom, et donc voilà, c'est, d'abord en tant que bénéficiaire, en fait, que j'ai pu, voir ce que donnait un programme de démocratisation. Donc comme je l'ai dit, durant 3 ans, c'est tous les mercredis après-midi, c'était beaucoup de tutorat, et puis, voilà, ça permettait enfin, ça voulait aussi surtout, favoriser, l'entrée des jeunes filles, dans les filières scientifiques et ensuite Université Paris-Saclay et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye parce que mon master était, accrédité Paris-Saclay et je l'ai aussi fait, la deuxième année, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, donc c'est un master de sciences politiques avec une spécialisation en métier du politique et de l'action publique territoriale et c'est donc dans ce cadre-là, dans le cadre de mon master 2, qu'on a eu un module d'évaluation de politique publique. Alors j'en avais eu déjà en licence et en M1. J'avais mené quelques petites enquêtes territoriales, hein, mais vraiment, voilà, en quelques mois, et là, ça a été la plus longue que j'ai pu faire dans le cadre de mes études puisqu'elle a duré 6 mois, et donc on nous a proposé, 5 sujets différents, et donc voilà, c'est un peu tout naturellement, de par mon parcours et cetera et de ce que j'ai pu fréquenter avant comme structure, que je me suis dit: «Bah, pourquoi pas aller vers, l'évaluation du programme de l'IEP lui-même». Donc voilà, je précise que le commanditaire de cette étude, c'était bien l'IEP, et donc voilà, je reviendrai, sur, ce que ça voulait dire aussi de positif, parfois, d'autres difficultés qu'on a pu rencontrer puisque c'était une évaluation interne finalement, mais voilà le pourquoi du comment, assez bref. D'accord. Donc très lié à ton parcours, à ton expérience personnelle, à tes origines, d'accord, très bien. Et je note que tu as eu un cours en évaluation en licence, c'est quand même assez remarquable. Mmh. Oui, du coup, c'était, ma licence, je l'ai faite à la Sorbonne et donc voilà, là, pareil, on était assez libre, enfin, non, justement, là, on était assez libre des choix du sujet, on était toujours accompagnés, donc c'était dans le cadre d'un TD, et là, je précise aussi que dans le cadre du master, on était accompagnés par, des tuteurs et en l'occurrence, celui de mon groupe et de moi-même, c'était un évaluateur, donc Clément Lacouette-Fougère et ça a été, vraiment très précieux d'avoir, bah, son avis, son accompagnement et j'ai vraiment pu, bah, aller plus loin en fait dans cette démarche, à la fois qualitative, quantitative d'enquête et mettre à profit ce que j'avais plutôt appris finalement de manière théorique. D'accord, OK.
Manon, en ce qui te concerne, pourquoi l'aide publique au développement? Pourquoi en lien avec l'évaluation également? Oui, en fait, j'ai effectué en licence, en dernière année de licence, un échange universitaire à l'université de Georgetown, donc, qui est située à Washington. Et donc, Washington, D.C., qui abrite des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI. Et en assistant à différents cours, à des conférences, je me suis rendu compte d'un paradoxe central de l'aide au développement qui était que les populations les plus pauvres sont situées, et donc le plus en besoin d'aide au développement, sont situées dans des États qui sont caractérisés par une instabilité politique, institutionnelle, et où il y a une absence totale de politique publique. Tous ces facteurs-là ont tendance à les mettre en dehors et à les rejeter des systèmes d'aide au développement traditionnels. Et donc, face à ce paradoxe, euh, j'ai pu comprendre qu'il était important de placer l'évaluation au cœur des politiques et des programmes qui peuvent être mis en place par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international pour s'assurer que l'effet escompté de l'aide au développement ou des politiques d'aide au développement, c'est-à-dire réduire la pauvreté, était atteint en fait par, par les politiques mises en place. Et donc, mon mémoire, il porte sur un nom un petit peu barbare que vous voyez à l'écran, le Country Policy and Institutional Assessment, qui voudrait dire en français l'évaluation de la politique et des institutions nationales. Et c'est un score qui est attribué chaque année par le personnel de la Banque mondiale depuis 1977. Donc déjà, on pourra y revenir, hein, mais on se rend compte qu'il n'a pas été renouvelé depuis quelques années. C'est un score qui est calculé sur une échelle de 1 à 6 et il est vraiment conçu pour évaluer la conductivité du cadre politique et institutionnel d'un pays à la réception et à l'absorption de l'aide au développement. Et donc, on en discutera plus tard, mais je me suis vraiment intéressée notamment à un des aspects du CPIA qui est le cluster D, qui porte sur la gouvernance et la gestion des institutions du secteur public. Et donc, moi, je me suis demandé en quoi le score CPIA attribué par la Banque mondiale, qui est un mastodonte en fait dans l'écosystème du développement, avait un impact sur l'aide au développement totale reçue par les pays. Est-ce qu'un pays qui a un mauvais score va être pénalisé, même par d'autres pays donateurs, dans sa réception de l'aide au développement? Et donc, bien entendu, il faut l'évaluation à toute sa place dans cet assessment. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée à ce sujet. C'était un sujet sur lequel ton directeur de mémoire avait peut-être déjà un peu travaillé également ou pas forcément Alors, mon directeur de mémoire n'avait pas travaillé directement sur ce sujet, mais il avait été à la tête du service économique de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et donc, il était un peu familier de ces critères et de leur D'accord. impact sur toutes les institutions du développement. Ouais, donc j'imagine qu'il t'a bien aidé à cadrer le sujet. Tout à fait. C'était le bon conseil également. Merci beaucoup, Manon. Hugo, en ce qui te concerne, pourquoi l'évaluabilité de la stratégie nationale bas carbone? Ouais, alors pour ma part, l'objet de mon mémoire, donc cette stratégie, en fait, c'était une envie qui préexistait depuis un certain temps, enfin, je veux dire, qui préexistait vraiment au départ du mémoire. En fait, je suis allé voir mon directeur de mémoire pressenti avec la volonté de travailler là-dessus parce que je suis intéressé depuis maintenant quelques années par les questions de transition et que cette stratégie, elle a un rôle très très important en France sur la structuration et la planification des politiques publiques de transition. Donc juste pour, j'ai mis quelques éléments de rappel sur ce que c'est. Mais donc c'est une stratégie qui fixe un objectif à long terme, celui de la neutralité carbone. Pour la France, elle s'appuie sur un scénario, donc elle vise à essayer de mettre en place une trajectoire qui a été modélisée pour l'ensemble des secteurs, et donc on a une déclinaison des émissions qui doivent être réparties entre les secteurs, et puis par période sur le déroulé de cette trajectoire. Et donc, en fait, par la place de clé de voûte un peu qu'occupe cette stratégie dans l'appareil stratégique et législatif de la transition. Si tu peux juste cliquer une fois sur le PPT, ouais, voilà, parfait. Voilà, ça c'est par exemple un petit schéma en fait assez simplifié hein, du cadre
législatif qui entoure un peu, et de planification qui entoure un peu la SNBC, qui est entourée en vert donc, et qui matérialise les liens qu'il peut y avoir entre les documents de politique publique sur la question de la transition. Et donc en fait, ce qu'on voit avec ce schéma typiquement, c'est que c'est un document qui intègre et synthétise des objectifs issus de beaucoup de lois très importantes sur la question du climat, et qui par ailleurs doit être prise en compte dans énormément de documents de planification derrière à différentes échelles territoriales. Donc voilà, c'était pour ça que ça m'intéressait de travailler là-dessus. Et puis si tu veux bien avancer encore une dernière fois, voilà, merci bien. La question de l'évaluabilité, en fait, ça répondait à deux injonctions, on va dire. D'une part, un intérêt de recherche parce que cette stratégie, il faut savoir qu'elle a été étudiée et évaluée de plusieurs manières. Il y a un certain nombre d'évaluations réglementaires qui sont faites dessus régulièrement. Entre autres, en fait, une évaluation macroéconomique et puis une évaluation environnementale stratégique, qui sont des types d'évaluations un petit peu particuliers, mais qui ont des limites assez importantes, en vérité. Et puis, par ailleurs, il y a le Haut Conseil pour le climat, qui est une institution que vous connaissez peut-être, qui a pour but d'évaluer la politique du gouvernement et en fait de regarder finalement un peu sa conformité vis-à-vis de cette stratégie et d'autres documents de planification. Mais donc, il y a quand même un gap dans l'évaluation à proprement parler de cette stratégie et de son bien fondé au regard de critères de jugement qui seraient établis entre les différentes parties prenantes. Donc, en fait, l'intérêt de l'évaluabilité, c'était d'aller commencer à débroussailler un petit peu ce gap qui existe entre les différentes études et évaluations qui sont disponibles hein, sur cette stratégie. Et puis après, c'était aussi un intérêt pratique dans la mesure où faire l'évaluation directement de cette stratégie ou d'une partie de cette stratégie dans le cadre d'un mémoire de master tout seul sur 6 mois, c'est pas vraiment faisable. Voilà. Et donc, l'étude d'évaluabilité présentait l'intérêt d'être plus courte et malgré tout d'arriver à des résultats qui seraient intéressants d'un point de vue recherche sur la compréhension de ce type de politique publique et de comment on peut mieux les comprendre et potentiellement les améliorer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hugo, c'était très clair. Euh, Peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de vos travaux, la question suivante, évidente, c'est quelle était votre question de recherche ou vos questions d'évaluation en ce qui te concerne, Sarah? Est-ce que ça a été compliqué à la définir ou à les définir? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été le processus? Alors pour, ma part donc, je précise que j'étais donc en groupe, pour faire cette évaluation. Au départ on était 5, ensuite 4, ensuite 3 et j'ai fini toute seule. Mais j'en parlerai peut-être, quand la question ça sera: «Quelles difficultés vous avez rencontrées?» Mais bon, c'était très enrichissant. Mais voilà, au début on était donc un groupe, d'étudiants avec donc accompagnés de Clément Lacouette-Fougère et puis, en lien avec ce comité de suivi, qui était composé donc de la direction de l'IEP, la direction des études, du responsable du programme démocratisation au sein de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Je crois que c'était tout, mais voilà, de plusieurs personnes et d'une responsable du programme au sein d'un lycée. Donc c'est avec ce comité au départ qu'on a aussi, cadrer en fait l'évaluation puisqu'on leur a demandé quels étaient, leurs attendus. Donc au sujet de ce programme avant de parler peut-être des questions, mais c'est un programme, qui a été, décliné au niveau de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye en 2014 puisque l'IEP a été créé en 2013 et donc qui s'inscrivait dans, un programme de démocratisation plus global qui s'appelle PEI, donc Programme d'études intégrées, qui a été créé en fait et qui se trouve à l'échelle des, 7 aujourd'hui, Sciences Po du réseau Sciences Po. Donc lorsque, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye a intégré ce réseau-là, il a directement mis en place, donc ce programme de démocratisation avec donc des spécificités à chaque fois territoriales selon les différents Sciences Po et donc on nous a demandé d'en faire l'évaluation, mais que de ce programme avec évidemment, des comparaisons, avec les autres programmes et à l'échelle, de tout le réseau puisqu'il existait,
un rapport d'évaluation qui a été fait aussi en interne et qui regroupait plein de statistiques pour tous ces IEP-là. Et donc, c'est avec ce comité de suivi qu'on a été en lien, plus particulièrement avec le responsable du programme, qui est un ancien professeur de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, qui avait déjà voilà, des bases de données, des choses à nous donner, mais je reviendrai après là-dessus. Et donc, ça a été assez simple pour le coup, puisqu'on est parti principalement lors du référentiel d'évaluation des objectifs du programme qui ont toujours été assez clairs. Bon, on a modifié parfois les questions, mais ça s'est fait assez rapidement finalement et dès le début. Donc, une question portant sur la pertinence du programme et 3 sur l'efficacité. C'est comme ça qu'on les a déclinées. Donc, je vais pas les lire, elles sont là, mais donc sur les composantes, est-ce que dans ces différentes composantes, puisque le programme, encore une fois, a différentes est-ce qu'il est adapté aux besoins? Est-ce qu'il prend en compte les spécificités territoriales, puisqu'il est situé dans le 78, l'IEP, et qu'on est en fait sur un réseau avec ce programme décliné dans les lycées, puisque c'est vraiment avant l'intégration à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ou bien d'un autre, d'une université ou autre, puisqu'il vise vraiment à donner en fait les clés aux étudiants, enfin aux élèves lycéens, pour poursuivre dans l'enseignement supérieur. Et ça s'adresse à des personnes euh, dans des situations défavorables, puisqu'on est là sur des critères sociaux. Et surtout à favoriser l'entrée dans l'IEP, mais j'y reviendrai. Est-ce que voilà, c'est un objectif qui a été, qui est réussi ou pas? C'est ce qu'on a tenté de mesurer. Pour la deuxième question, donc est-ce que justement il facilite l'accès des bénéficiaires aux grandes écoles en général et donc à la poursuite dans l'enseignement supérieur qui est long? Est-ce qu'il contribue à réduire les situations d'inégalité, des chances qui sont préjudiciables, on le sait, à la réussite scolaire et universitaire des élèves? Et dans quelle mesure aussi il participe à diversifier finalement socialement l'IEP? Puisqu'un des objectifs, je le redis, mais est de faire rentrer aussi ces élèves au sein de l'IEP lui-même. Voilà pour ces questions. Et donc après pour les réponses, on y a répondu aussi en prenant question 1, question 2, question 3, question 4, mais vous pouvez aller le voir dans le rapport d'évaluation qui est complet, qui est sur le site de la SFE. Et donc voilà. Bien sûr, oui. Fini par là. Est-ce que tu te souviens il a été question à un moment d'avoir une question sur la cohérence, que ce soit interne ou externe du programme, ou ça n'a pas été Oui, bah, du coup, la cohérence du programme, elle est vraiment inclue dans la question 1 et on y de répond. pertinence? Ouais, Oui, d'accord. Ouais. on y répond dans le Oui, rapport. avec les différentes composantes, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai eu où ça m'a fait penser à ça, tout à fait, d'accord. Oui. Très bien, merci beaucoup. Manon, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, tout à fait. sur Euh, les questions de recherche? oui. Donc, comme je l'évoquais en introduction, l'objectif de ce mémoire, c'était de se demander si les politiques d'aide au développement telles qu'elles existent, telles qu'elles sont construites actuellement, à la fois par des grandes institutions, mais aussi par les gouvernements et les pays, répondent à l'objectif principal qui est celui de réduire la pauvreté. L'enjeu auquel je me suis confrontée dans le début de mon mémoire, c'était que cet écosystème-là, cette question-là, elle implique pléthore d'acteurs, que ce soit les banques multilatérales de développement, les agences de développement comme on a l'AFD en France, les gouvernements. Et donc, il fallait trouver un critère commun, ou du moins dont on avait l'intuition qu'il pourrait être commun et impacter les flux d'aide au développement. Et donc, mon directeur de mémoire m'a aidé à identifier justement ce critère de la Banque mondiale, donc le CPIA. Et l'intuition était que la Banque mondiale, ayant été la première institution de développement qui a été mise en place par les accords de Bretton Woods, ce qu'elle avait mis en place pouvait être amené à influencer d'autres institutions qui seraient peut-être amenées à répliquer ce critère à leur manière et donc à impacter les flux d'aide au développement à la marge, en fait, puisque la formule restait plus ou moins la même. Et donc, partant de ce postulat-là, on était arrivé à 2 questions de recherche qui sont assez simples et qui permettaient en fait, d'appréhender la question globalement. La première, c'était: existe-t-il une relation entre, l'évaluation des politiques et des institutions d'un pays par la Banque mondiale et le volume total d'aide publique au développement qu'il reçoit? Et là, il y a vraiment une nuance qui est que d'un côté, on regarde un critère qui est attribué par une institution, la Banque mondiale, et de l'autre, on regarde le volume d'aide au
développement agrégée reçue par le pays. Donc, si on voit une relation entre les deux, ça voudrait dire que le volume d'aide au développement et donc l'aide au développement attribuée par l'ensemble des acteurs de l'écosystème est impacté par le critère de la Banque mondiale et que donc potentiellement ce critère est utilisé par d'autres institutions que la Banque mondiale. Et donc du coup, la deuxième question, c'était de se demander s'il existe une relation, quelle est sa nature et comment évolue-t-elle avec la distribution des scores, c'est-à-dire est-ce que quand le score augmente à la marge, on a des volumes plus importants d'aide au développement qui sont alloués et est-ce que cela évolue entre les pays et dans le temps? Et là, mon hypothèse, c'était que non, la relation était censée être stable entre les pays et dans le temps. Et on verra par la suite que ce n'était pas forcément le cas. Donc voilà pour les questions de recherche. Alors, donc en fait, si je le comprends bien, l'idée c'était aussi de voir le pouvoir un peu d'influence, voire d'orientation de la Banque mondiale sur l'attribution par d'autres agences, sur l'attribution de cette aide au pays, en fait. Voilà, tout à fait. C'était vraiment l'objectif de montrer que il est d'autant plus important d'évaluer correctement les politiques qui peuvent être mises en place par ces institutions parce que elles sont tellement importantes dans l'écosystème qu'elles mettent en place des standards en fait qui sont répliqués sans forcément qu'on en ait conscience par d'autres pays, par d'autres institutions et Mm. donc d'où l'importance d'établir des évaluations de ces critères. Très bien, d'accord, ok. Merci. Hugo, en ce qui te concerne, les questions de recherche sur l'évaluabilité de la stratégie nationale bas carbone? Ouais. Alors, dans le cadre de mon mémoire, il y avait un petit peu deux ambitions, en fait, qui correspondent finalement à deux questions qui se situent pas tout à fait au même niveau. Une première qui est plus euh, empirique et concrète sur le cas particulier de la stratégie nationale bas carbone et qui vise vraiment à en fait, mettre en place une étude d'évaluabilité de cette stratégie pour identifier les éventuels problèmes d'évaluabilité qu'elle connaît et des pistes de solutions. Et puis, l'ambition plus de recherche un petit peu plus, comment dire, euh, généraliste et vraiment de contribution à une connaissance un petit peu plus large, c'était de poser la question de la mesure dans laquelle les constats qui étaient dressés et la démarche d'évaluabilité qui était mise en place sur cette stratégie pouvaient se généraliser à d'autres stratégies ou en tout cas mettre en évidence des problèmes d'évaluabilité ou des points d'attention liés à l'évaluabilité qui seraient spécifiques à la transition bas carbone et aux politiques publiques qui planifient cette transition. Donc voilà un petit peu le pourquoi des deux questions. Et après, sur leur formulation ou la manière dont j'y suis arrivé, pour le coup, il n'y a pas eu spécifiquement de difficultés particulières. Ça venait avec la construction du sujet assez naturellement de les séparer comme ça. D'accord. Est-ce que tu sais si pour d'autres études d'évaluabilité, c'est des questions qui sont assez similaires Alors, en fait, j'en parlerai un petit peu après, mais Ouais, il faut. Enfin, c'est vrai que je suis pas revenu sur la notion d'évaluabilité et d'étude d'évaluabilité. C'est pas forcément un exercice extrêmement connu. En fait, l'étude d'évaluabilité, c'est quelque chose qui est né dans des institutions qui font beaucoup d'évaluations très très standardisées et qui est né du besoin d'éviter que des évaluations ne soient pas utiles ou n'aboutissent pas par manque d'accès aux données, par mauvaise construction de la politique publique qu'on cherche à évaluer, ou même qui servaient par exemple à éviter de payer typiquement des consultants qui vont travailler sur une évaluation, mais qui ne vont pas aboutir à des résultats parce que le programme en question n'est pas bien construit ou ne permet pas à une évaluation d'aboutir. Et donc au lieu de payer une évaluation complète pour s'en rendre compte, certains se sont dit, bah, essayons de définir un protocole d'étude d'évaluabilité qui serait plus court et qui permettrait de préfigurer la potentielle réussite d'une évaluation
et les éventuels points d'attention à garder à l'esprit dans la conduite d'une évaluation. Donc, en fait, c'est pas vraiment un exercice qui, au départ, est connecté à la recherche. Donc, pour revenir à ta question, sur la formulation des questions liées à l'évaluabilité, là, sur ce cas précis, euh, c'est je me suis évidemment inspiré et je suis allé regarder de la littérature d'études d'évaluabilité, mais ça a été aussi adapté au contexte de la démarche de recherche qui avait une ambition un petit peu plus large que juste identifier les problèmes d'évaluabilité de la stratégie. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et la transition est toute faite, merci Hugo, justement avec les méthodes, la méthodologie. C'est un des critères forcément du prix, c'est la rigueur de la démarche méthodologique. Donc peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est de nous en dire un petit peu plus sur les méthodes, les outils que vous avez mobilisés dans le cadre de vos travaux, et puis revenir par exemple sur est-ce qu'il y a de la littérature, un article scientifique qui vous a particulièrement inspiré, est-ce qu'il y a eu un entretien qui a été important dans votre démarche d'évaluation ou de recherche. Sarah, je te laisse reprendre la main. Oui, alors, en ce qui concerne l'évaluation du programme de démocratisation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, au départ, on a commencé justement par une revue de littérature, qui faisait entre 10 et 15 pages. Alors elle n'a pas été intégrée au rapport final, mais en tout cas, on a tiré, des conclusions très intéressantes, des sources également qui ont pu, servir, donc, à l'évaluation du programme et à la rédaction du rapport. Et donc, parmi ces études, je me souviens justement d'une du LIEP, qui avait été très enrichissante. Dans cette revue de littérature, il s'agissait aussi de comprendre, l'origine finalement des programmes de démocratisation, dans quel cadre plus, général, s'inscrivait, celui de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, au-delà de celui, des réseaux des 7 Sciences Po. On connaît aujourd'hui, très bien, le premier programme, qui a un peu ouvert la voie, aux autres établissements, à savoir celui de Sciences Po Paris, baptisé, Convention d'éducation prioritaire, donc créé en 2001, auquel par ailleurs, encore un petit lien personnel, mais j'avais, enfin auquel j'avais participé en fait quand j'étais au lycée, qui se fait en 2 étapes d'admissibilité et puis d'admission. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrit, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, puisque au-delà de favoriser, l'entrée, et la réussite dans l'enseignement supérieur, des étudiants, il s'agit aussi de faciliter, enfin en tout cas par le biais, du concours commun, la réussite des élèves ils bénéficient, au lycée de tutorat, dispensés dans 40 établissements, conventionnés, donc qui sont partenaires, dans le département des Yvelines et du Val d'Oise. Et puis, il y a aussi une spécificité, vraiment propre, au programme de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, qui est celui de l'admission parallèle. Et c'est là où ça nous fait penser, donc à Sciences Po Paris, pardon. Donc là, il s'agit, pour les élèves des lycées, d'obtenir la mention très bien au baccalauréat et de pouvoir faire partie, possiblement en tout cas des 10 de personnes qui entreront par cette voie, heu, admettons si elles ont échoué au concours commun. Donc il y a cette possibilité qui s'offre à elles. Hem, voilà, c'est pas, aussi méconnu que ça le devrait. C'est quelque chose qu'on a d'ailleurs évalué. Mais donc je reviens, à la méthodologie, aux outils. Au-delà de cette revue de littérature, donc on a exploité, les données, donc je le disais, on a été, épaulés par le responsable du programme qui nous indiquait un peu ce dont il disposait puisqu'il suivait le programme depuis de nombreuses années maintenant. C'était assez compliqué, on a dû refaire toute la base de données puisqu'il y avait beaucoup de données qui manquaient. Parfois, le statut de boursier des étudiants, d'autres fois, la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. Et donc là, comme c'est écrit, les données de la cohorte 2020-2021 étaient les plus complètes, donc c'est celles qu'on a pu, le plus, exploiter. Voilà, on s'est nourri de beaucoup d'échanges, y compris d'un entretien, d'1 heure 30 avec le responsable du programme, d'une enquête par questionnaire qui a été administrée à l'ensemble des 600 anciens bénéficiaires. Là encore, des difficultés rencontrées puisque les adresses mail, par exemple, n'étaient pas forcément à jour, ou alors, bon, on s'est rendu compte qu'ils avaient parfois, un peu peur. Enfin voilà, fallait les rassurer sur le fait que ce soit anonyme parce qu'ils voulaient, donner un avis, à la fois franc et en même temps, voilà,
pour certains peut-être l'inquiétude de gâcher de bons rapports qui étaient encore présents avec l'IEP, ou certains justement qui font partie de l'IEP en tant qu'étudiants. Et donc on a eu un retour de 144 réponses, ce qui était satisfaisant, mais un peu décevant aussi, parce qu'on a dû relancer plusieurs fois, mais cela s'expliquait notamment par la période dans laquelle on était. On était période voilà, encore marquée beaucoup par le Covid. Et puis là, c'était les fêtes de fin d'année, c'était en décembre. Qui dit décembre aussi, fête de fin d'année dit pour les étudiants, parce que c'est le cas de leur statut quand on leur a envoyé le questionnaire des partiels de fin de semestre. Bien sûr, ouais. Donc voilà. Et puis après, on a fait une autre enquête donc, en ligne à destination des 46 établissements partenaires. Donc là, ce sont les professeurs référents qui y répondaient. Des retours très intéressants qu'on a pu exploiter. Et en fait, on voulait revenir sur ce qui avait été dit en questionnaire lors de focus group et d'entretiens. Donc 10 entretiens individuels ont pu être menés avec des anciens bénéficiaires. C'était difficile à obtenir, mais c'était encore une fois très qualitatif. Et puis pour les focus group, là encore, beaucoup de relances, parfois des désistements de dernière minute avec des professeurs qui sont très occupés. Mais en tout cas, ça a permis d'une part d'avoir le retour de ceux qui gèrent le tutorat et le dispositif dans les établissements, et d'autre part de 9 anciens bénéficiaires qui sont étudiants de l'IEP de Saint-Germain-en-Laye. Alors là, l'objectif, je l'avoue, c'était d'obtenir aussi la présence d'étudiants de l'IEP, mais qui n'avaient pas bénéficié du programme. Voilà, j'avais personnellement des réserves à ce que ce temps soit mixte. Et bon, au final, ça a permis d'avoir un avis des personnes concernées, et peut-être voilà, difficile à mettre en comparaison avec l'avis de personnes qui n'ont pas bénéficié du programme, mais finalement qui ne le connaissaient pas s'ils ne l'avaient pas fait. Et je finis par là, des entretiens complémentaires avec des responsables d'autres programmes, celui de l'IEP de Toulouse qui s'appelle Dispo. Et donc là, c'était avec le responsable à la fois de ce programme-là, et qui est aussi responsable de la prépa talent de l'IEP de Toulouse, et aussi une responsable du programme de l'ESSEC qui s'appelle aussi, je crois, Une grande école, pourquoi pas moi. Là, alors pour l'ESSEC, il ne s'agit pas, comme Sciences Po Paris par exemple, de faciliter le concours d'entrée dans cette grande école, ou de créer une admission parallèle, mais d'aller à l'image de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, dans les lycées pour dispenser du tutorat, mais un tutorat qui porte sur non pas l'entrée dans l'école, mais plutôt sur l'acquisition de savoir-faire, de savoir-être, et l'ouverture à la culture, par exemple. Très bien. Juste une petite question sur le questionnaire. Vous avez utilisé un logiciel, justement d'administration pour faciliter, l'envoi, ou Alors, c'était, on avait fait un simple Google Form, simple mais très bien. efficace, Ouais. qui nous avait permis d'avoir quand même des graphiques. Tout ça, ça a été exploité dans une revue spécifique qui est en annexe du rapport. On a donc travaillé sur chacune des réponses en fait des personnes. Et donc voilà, c'était un long travail fastidieux, mais très intéressant pour comparer aussi avec les retours de l'IEP. On voyait des choses, comme je le disais, pour la mission parallèle, là où on nous disait il y avait une très forte communication là-dessus. Dans les réponses, il en était autrement, puisque beaucoup n'avaient pas connaissance de ça et pourtant avaient eu leur bac avec mention bien ou très bien. Donc voilà, là aussi c'était très intéressant d'avoir ces données-là. D'accord, et juste le fait d'avoir, fait 2 focus group avec des professeurs, référents, c'était parce qu'il y a eu des désistements et donc c'était pour avoir une vision un peu plus complète, ou c'était un choix de votre part, Alors on avait proposé plusieurs créneaux pour les faciliter. Ça aurait été difficile de les avoir sur un même créneau, Ouais, et donc c'est pour ça qu'il y a eu la conduite de 2 focus group, voilà. très bien. D'accord, merci beaucoup. Manon, en ce qui te concerne, quelle méthode, quels outils as-tu, déployés pour ton travail? Alors j'ai débuté, tout comme Sarah par une revue de la littérature. Donc pour mon mémoire, il fallait couvrir, 2 littératures principales. C'était celle sur, l'efficacité de l'aide au développement et celle sur les critères, d'allocation d'aide au développement, donc dont le CPIA faisait partie. Et je me souviens notamment d'un article qui m'avait, beaucoup, inspirée dans ma recherche et qui avait un peu fait office, de point de départ. C'était un article qui avait été écrit par, Martin Ravaillon, et en fait, j'en avais connaissance, parce que c'était, un de mes professeurs à Georgetown, et il avait été,
économiste en chef de la Banque mondiale. Et donc, c'était très intéressant d'avoir sa perspective parce que plusieurs années après, il était revenu en fait sur ce critère, le CPIA, donc un critère qu'il connaissait bien, et il avait adopté un regard critique, ce qui est très rare dans ces institutions, sur la mise en place de ce critère. Et donc, il avait fait tout un travail fictif où, en gros, il prenait le critère, il le décomposait et il changeait les poids qui étaient attribués à différents aspects de ce critère pour montrer en fait leur impact sur les allocations potentielles d'aide au développement. Et donc montrer en fait à quel point tout dépendait du type de poids qui était mis sur, par exemple, la stabilité politique, la stabilité économique, et que en changeant ces poids et ces notations, donc, on changeait totalement l'allocation reçue par un pays. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Dans une partie de mon mémoire, j'ai reproduit son exercice pour un peu voir comment ça avait évolué 10-15 ans après sur l'échantillon. Et on voyait que les effets étaient toujours présents. Donc ça, c'était pour la revue de la littérature. Et après, peut-être, c'est assez complémentaire de ce que Sarah a fait, puisque moi, mon mémoire était plutôt très quanti. Et Oui. donc, je reviendrai plus tard sur les biais que cela présentait dans mes travaux. Mais donc, le reste, c'était plutôt une méthode quantitative, donc avec un recours à l'économétrie. Et donc, notamment, on m'en voit une sur la slide, mais je ne les ai pas toutes mises parce qu'elles sont un peu barbares, encore une fois, et pas forcément intéressantes, mais des régressions linéaires et non linéaires. Et en contrôlant pour différentes variables de temporalité, pour s'assurer d'isoler en fait l'effet du CPIA, du score sur l'allocation de l'aide au développement. J'ai regardé un échantillon de environ 80 pays et je me suis basée sur la liste de pays qui sont définis par l'OCDE comme ayant droit à l'aide au développement. Donc, c'est les pays que j'ai regardés dans mon échantillon. Et après, il s'agissait aussi de conduire ce qu'on appelle des robustness checks, donc des tests pour tester c'est difficile de passer de l'anglais au français, la robusteté des résultats, et s'assurer que des variables tierces, comme par exemple le PIB d'un pays ou encore son indice de corruption, n'allaient pas affecter le score et donc l'aide au développement qu'ils recevaient. Et donc, c'était vraiment tout l'enjeu de trouver les bonnes régressions. Et là, encore une fois, mon directeur de mémoire, qui était lui aussi enfin, dans ses approches de l'économie, il avait une approche très quantitative. Il m'a beaucoup aidé à définir des régressions. Et donc, enfin, le troisième pan, c'était aller consulter en fait les documentations des grandes institutions internationales, des banques de développement, pour un peu regarder leur propre politique et ce qu'elles rendaient public sur leurs critères d'allocation de l'aide au développement. Et là, encore une fois, j'y reviendrai dans les biais, mais c'est vrai que par manque de temps et par manque aussi de transparence de ces institutions, il était difficile d'obtenir des entretiens ou alors d'accéder à des Sûr. documents plus privés. Et donc, forcément, les sources d'information étaient assez limitées, d'où, encore une fois, une méthode plus quantitative dans ce mémoire pour arriver au résultat. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom de ton professeur qui a écrit l'article qui est... Oui, alors le professeur qui avait écrit cet article, c'était Martin Ravaillon. D'accord. Euh, un nom Et très comme... français d'ailleurs, et il est américain. D'accord. Et comme tu l'as eu en cours, tu as essayé de le solliciter pour un échange ou il était trop difficilement accessible, j'imagine, peut-être? Oui, non, alors enfin, c'est assez, comment dire, assez triste. J'ai effectivement essayé de le solliciter pour un échange et j'avais même la volonté qu'il participe à ma soutenance, en fait, pour me challenger aussi beaucoup sur tout ça. Et en fait, il s'avère qu'il est décédé l'année dernière, donc quand j'écrivais, voilà. Et donc, D'accord. je ne recevais pas de réponse et j'étais étonnée. Et en fait, j'ai compris par la suite, ouais. Mais effectivement, je pense que si des personnes dans l'auditoire veulent faire un mémoire, c'est super intéressant d'inviter à sa soutenance, en tout cas, des personnes qui sont très impliquées dans le sujet ou même dans la littérature de votre sujet pour pouvoir vraiment vous faire challenger et aussi réfléchir à comment les prochaines étapes de votre recherche, en fait. Et ouais, c'est vraiment un conseil que j'aurais. D'accord. Et sur l'économétrie, tu avais eu des cours, enfin, tu avais eu, dans ta formation, appris un petit peu
Oui, j'avais eu des cours d'économétrie, donc surtout en première année de master et même en échange, pendant mon échange à Georgetown. Et du coup, j'ai fait, après, pendant mon mémoire, je me suis un peu formée toute seule au logiciel. J'avais choisi R parce que je trouvais, enfin, il y a R, Stata, voilà. J'avais plus d'affinité avec R. Mais oui, oui, en fait, pour la partie théorique, je pense que c'était les cours qui m'ont aidée. Et pour la partie appliquée, là, c'est la pratique pendant le mémoire, essayer de tester les régressions et puis se familiariser avec les logiciels. D'accord, ok. Merci beaucoup. Hugo, pour ta méthode, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Ouais. plus? Alors, en fait, au niveau de cette méthode sur l'architecture globale du mémoire, c'est un petit peu en tension entre les deux questions que je présentais tout à l'heure, entre une question qui est vraiment enfin, plus empirique, on va dire, sur spécifiquement la stratégie nationale bas carbone en France, et puis la question un peu plus générale qui vise à construire une idée des problèmes d'évaluabilité spécifiques à toutes les politiques publiques de planification de la transition. Donc, euh, le cœur de la méthode, c'est la phase 2 qui est à l'écran, qui en fait consiste à mettre en place une étude d'évaluabilité. Donc pour ça, il y a toute une littérature en évaluation qui traite de ce type de méthode, avec des checklists de types de questions, de registres d'évaluabilité à aborder. Qui est plutôt Euh, anglo-saxonne, j'imagine? qui Ou est, oui, pas? Ouais, qui est exclusivement ouais. anglo-saxonne, euh, avec une sous-branche qui est dédiée à la mise en place d'études d'évaluabilité sur des programmes, par exemple, d'adaptation au changement climatique, etc., dont je me suis aussi beaucoup servi. Et en fait, là-dessus, la différence qu'il y a, la différence majeure en fait, qu'il y a avec une étude d'évaluabilité classique, c'est que normalement, on commence par collecter bon, toutes les informations susceptibles de servir, et puis on les passe en revue et on définit le périmètre de l'étude d'évaluabilité. Là, en l'occurrence, dans cette démarche de recherche, et encore une fois, à cause de la tension entre les deux questions que j'avais et auxquelles je m'étais fixé de répondre, la première phase, elle était plus exploratoire et elle visait, au-delà de définir le périmètre de l'étude d'évaluabilité, à construire une compréhension analytique un peu profonde de ce que c'était que cette stratégie, de sa place dans l'appareil institutionnel, stratégique, politique, voilà. D'où le fait de décrire les jeux d'acteurs, de décrire le cadre, la structure législative dans laquelle elle s'inscrit, et aussi de travailler avec des conceptualisations théoriques liées à l'action publique de la littérature, par exemple, de caractériser cette stratégie comme correspondant à certaines acceptions théoriques de la complexité dans l'action publique, qui elles-mêmes, ces conceptualisations théoriques-là de la complexité, sont reliées dans la littérature à l'identification de problèmes spécifiques d'évaluabilité. Donc l'idée, c'était vraiment la première phase exploratoire, c'était construire une compréhension analytique forte de cette stratégie, pouvoir l'inscrire dans une littérature liée aux caractéristiques que j'avais identifiées, et puis en même temps de définir le périmètre de l'étude d'évaluabilité. Donc là-dessus aussi une autre spécificité qui était liée à ma démarche de recherche, avec son ambition un petit peu de généraliser des constats, c'est que j'ai pas juste construit une grille d'évaluabilité dans l'optique de l'appliquer uniquement à la stratégie, enfin à cette stratégie, mais j'ai essayé de construire une grille d'évaluabilité, donc avec des questions d'évaluabilité, des critères d'évaluabilité, des indicateurs pour renseigner ces critères. Donc une grille qui soit transposable potentiellement, ou en tout cas j'ai essayé de la penser comme telle, qui soit transposable donc à d'autres stratégies. Et ensuite, finalement, l'étude d'évaluabilité que j'ai menée, qui était d'ailleurs réduite à un certain nombre, à une fraction des orientations qui sont dans cette stratégie, donc qui ne portait pas sur l'entièreté des orientations. Cette étude d'évaluabilité, donc, elle servait de sorte de test pilote à la grille d'évaluabilité pour voir si elle marchait déjà sur un set d'orientation. Et puis ensuite, donc, une fois que j'avais conduit cette étude d'évaluabilité, j'ai commencé dans la troisième phase qui devait monter un peu plus en généralité. J'ai commencé par discuter
le caractère performatif de la grille que j'avais construite et potentiellement les atouts que je voyais ou les limites que je voyais dans la transposition qu'on pouvait en faire à d'autres stratégies ou à d'autres orientations dans la stratégie que j'avais donc pas étudiée directement sous l'angle de l'évaluabilité. Et puis après, à partir des résultats donc, que j'avais eus, j'ai essayé de les discuter là encore avec la littérature sur l'évaluabilité d'autres politiques publiques liées à la transition et puis à la lutte contre le changement climatique, pour voir s'il y avait des problèmes qui semblaient être un peu spécifiques à ce type d'action publique-là, ce qui est le cas. Voilà. Et donc, c'était un petit peu voilà, la manière que j'ai eue d'intégrer une méthode enfin, relativement standardisée qui vient de l'évaluation, donc d'études d'évaluabilité, à une démarche de recherche qui essaye d'avoir une portée un petit peu plus généralisante. Et donc, pour le coup, enfin, vous l'aurez sûrement compris, mais c'était une recherche entièrement qualitative, à l'inverse de celle de Manon. Voilà. Sur les entretiens sociologiques, tu as pu t'entretenir avec quels acteurs Alors, en fait, je pense que j'y reviendrai un petit peu après dans Ouais. les freins, parce qu'il y a eu un certain nombre d'enjeux par rapport à ces entretiens. Alors, j'ai voulu m'entretenir avec les administrations centrales qui s'occupent de la définition, de la révision et puis un peu de la coordination de cette stratégie. Oui. Et puis j'ai aussi eu des entretiens avec le Haut Conseil pour le climat, donc qui évalue l'action du gouvernement vis-à-vis du respect de cette stratégie-là. Et ensuite des entretiens avec des acteurs qui ont pour charge de décliner à échelle plus locale cette stratégie. Parce que c'était un des enjeux que je regardais dans les questions d'évaluabilité que j'avais posées, la question de l'alignement et de l'additionnalité des différents niveaux de planification, qui est en fait une question très importante si on veut préfigurer la possibilité de mener une évaluation. Il faut s'assurer avant que les différents niveaux de planification sont cohérents entre eux et donc sont alignés autant en termes d'objectifs qu'en termes de système de suivi. Et donc là-dessus, typiquement, on a une difficulté très importante qui est liée à la planification de la transition de manière générale. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup. Euh, la phase suivante portait plus généralement sur votre démarche de recherche ou d'évaluation. Euh, je crois que Sarah, tu disais tout à l'heure que tu avais dû faire face à certaines adaptations, tu t'étais confrontée à certaines difficultés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu t'es adapté, comment tu as fait face, qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience? Tout d'abord, je dirais, principale adaptation, c'était celle, au comité de suivi, puisqu'encore une fois, il s'agissait de la direction de notre école, et Oui. donc à l'intérieur, la directrice de l'IEP et puis, le codirecteur de notre master. Donc c'était là aussi où, pardon, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai peur qu'on m'entende mal. Hem Mais donc c'était là, aussi où ça pouvait amener un petit peu des difficultés. Ce que nous avait dit par exemple notre tuteur, je m'en souviens encore, c'était, «Bon, au début vous allez voir, tout va bien aller et puis, quand on va moins s'entendre avec eux, c'est qu'on est, sur la bonne voie, au sujet de l'évaluation». Et donc voilà, c'était, un peu, le risque et de toute manière, c'est ça aussi de vouloir mener une démarche, plus poussée d'évaluation, c'était d'avoir des résultats qui allaient un peu à l'encontre ou contredisaient parfois leur avis et que pensaient en tout cas du programme. Mais bon, c'était un pari à prendre pour eux. Ils sont restés quand même hyper ouverts tout le long de l'évaluation pour entendre nos remontées. Parfois, voilà, ils étaient assez impressionnés, surpris. Il y avait des questionnements, donc quand ça arrivait, on les revoyait. Puis
Voilà, il y avait eu cette fois où on devait présenter le rapport final et c'était finalement encore une version, bis, mais il fallait encore, travailler là-dessus et c'est là où, j'ai poursuivi toute seule. Je voulais aller au bout, j'y tenais et je ne regrette pas du tout, bien au contraire. C'est très enrichissant d'avoir leurs remarques, leurs retours qui étaient très qualitatifs, hein, je tiens à le dire. C'était pas, juste, voilà, ils étaient pas juste pointilleux. Le co-directeur de master, Renaud Epstein, est un sociologue, voilà, assez reconnu. Et donc ça nous poussait quand même toujours à, avec ce niveau d'exigence qu'avait le comité de suivi et notre tuteur, Clément Lacouette-Fougère, à aller plus loin dans l'analyse des résultats, dans leur interprétation et de ne pas se satisfaire, de ce que, les chiffres pouvaient ou voulaient dire. Et donc voilà, de laisser aussi, nos projections de côté. Ça a pu arriver, hein, il faut être honnête, avec soi-même, parfois. Je le disais, c'est très lié aussi à mon parcours, donc c'est des questions, sur lesquelles, je suis assez sensible et j'ai un grand intérêt. Donc il y a toujours, on le sait, on l'a étudié, puis on l'a vu dans nos recherches, respectives, mais cette neutralité qu'il faut avoir, qui est hyper Mmh. difficile à atteindre et je pense qu'on n'atteint jamais à 100. Mais c'était un vrai exercice, une vraie adaptation, lors des entretiens notamment. Voilà, ne pas tenter de faire dire, ce qu'on aimerait dire ou ce qui nous est arrivé. Et donc voilà, c'est cette position, de retrait. Je pense pour moi, c'était la plus grande difficulté, et je pense avoir relevé le défi parce que voilà, c'était quelque chose que je gardais en tête et que je m'efforçais de faire en tout cas à chaque fois. Donc voilà pour les principales, adaptations. Des difficultés particulières, je dirais encore une fois, celle de regrouper du monde, que ce soit, pour la réponse au questionnaire, c'est vraiment parfois des relances individuelles qu'on a faites, qui ont aidé pour le coup, mais peut-être, principale difficulté s'il s'agissait des focus group, des entretiens, voilà, collectifs, qu'on a menés en visio, puisque à l'origine, on contactait, les promotions et en fait, c'est nous qui sommes allés chercher ces 9 bénéficiaires qui ont bien voulu nous parler, parce que des personnes qui étaient à l'IEP depuis la première année, ce qui n'était pas du tout mon cas, connaissaient, bien ces publics-là. Donc voilà, là aussi des adaptations. La richesse, là, pour le coup, du fait qu'on était, plusieurs, parce que c'est pas quelque chose que j'aurais pu, apporter. J'aurais pas été une personne ressource là-dessus. Donc c'était voilà, très enrichissant et bon, je pense qu'on pense toujours que les travaux vont être menés d'une certaine manière et en fait, on ne sait jamais comment ça va se passer. On est confronté à des difficultés qu'on n'imaginait pas. D'autres fois, des choses qui nous paraissaient, voilà, un peu, être des montagnes, se passent beaucoup mieux que prévu. Je pense que Hugo et Manon seront d'accord avec moi et puis toutes les personnes ici qui ont fait des évaluations donc voilà, pour Bravo pour ta persévérance en tout cas. J'avais juste une question, est-ce que tu identifies enfin, le fait que la direction vous ait confié, l'évaluation en interne plutôt que, par exemple, à un prestataire externe, est-ce que tu trouves que ça a un intérêt ou à l'inverse, ça représente plutôt un frein? Moi, j'ai l'impression quand même que le fait que vous soyez, que ce soit vous en tant qu'étudiant et étudiante qui ait mené cette évaluation, ça a permis, vous connaissez bien l'établissement, les professeurs, par rapport aux anciens élèves, vous avez quand même une relation qui est différente que si c'était un prestataire, extérieur et en même temps, j'imagine qu'un prestataire extérieur serait peut-être plus bon, comme tu disais, un peu moins impliqué, émotionnellement, j'ai envie de dire, ou en tout cas plus détaché par rapport à la mission. Quel est ton regard un peu là-dessus, toi? Alors moi, j'ai trouvé ça, enrichissant. C'était aussi, pour nous, un honneur, hein, il faut le dire, parce qu'ils avaient confiance, en ce qu'on pouvait produire. Alors pour, le fait qu'on connaissait bien l'établissement, moi justement, je ne le connaissais pas très bien puisque j'ai pas été à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. En fait, mon master, s'est passé aussi là-bas, j'ai eu des cours là-bas, mais je ne suis pas une diplômée de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Contrairement à d'autres personnes dans le groupe, pas qui étaient là, soit depuis la première année, soit depuis la troisième année et puis 2 autres personnes qui venaient d'arriver avec moi, donc l'évaluation a commencé en novembre, on venait d'arriver en septembre. Donc c'était tout nouveau pour nous. On était pour le coup, de ceux qui avaient un regard neuf. Bon, moi mon regard est un peu moins neuf sur les questions justement de démocratisation et aussi avait des liens, hein, finalement, c'est pas par hasard que tous on s'est retrouvés, à travailler là-dessus, mais on avait vraiment une sensibilité à ces questions-là, qui était commune. Et c'est vrai qu'après bon, on était challengés par ce comité de suivi et là où, je pense, que Clément Lacouette-Fougère était encore une fois une très grande, ressource et d'une très grande aide, c'est quand on tombait aussi dans ces biais-là, il nous rattrapait en nous disant: «Mais est-ce que c'est vous qui le pensez ou est-ce que c'est ce qui a été dit?» et cetera. Donc ça, c'était intéressant
voilà, mes biais, c'était ceux dont j'ai parlé, mais par exemple, les biais de la personne du groupe qui était là depuis la première année, c'était, ils ont porté plutôt sur, une des dernières étapes de travail, notamment avec les étudiants, qui consistait à étudier, à apporter des réponses sur la diversité, des étudiants au sein de l'IEP et sur l'intégration, de celles et ceux qui avaient, qui étaient entrés dans l'IEP en ayant été aidés pour, le concours commun justement dans les lycées. Et donc voilà, c'est des fois comme ça où, on se dit: «Mais non, ils sont très bien intégrés», là où eux vont dire que non, en fait, Mmh. c'était aussi une vraie révélation pour tous, parce que, le programme en fait, s'arrêtait un petit peu sur l'aide apportée aux élèves, ensuite, devenus étudiants et pas sur leur intégration au sein de l'IEP. En fait, finalement, qu'est-ce que ces personnes deviennent? Est-ce qu'elles sont pas jetées dans un grand bain où elles sont sous-représentées, socialement? Et donc voilà, c'était toutes ces questions-là qui ont été soulevées et là, il fallait prendre aussi beaucoup de recul pour accepter de voir, ces choses telles qu'elles étaient. D'accord, merci beaucoup. Manon, tu évoquais tout à l'heure des difficultés pour obtenir des entretiens, avec, des personnes exerçant au sein des agences, je crois? Oui, tout à fait. Oui, alors, je vais même revenir avant ça à des fondamentaux quand on utilise, c'est vrai des méthodes purement quantitatives. En sciences sociales, il y a différents biais qui se présentent. Le premier, c'est dans les données, en fait, la collecte, des données. Parce que, bah, on est confronté à des trous de données et aussi quand on s'intéresse à différents pays sur différentes années, il faut s'assurer d'avoir un échantillon qui est, comparable, qui est significatif et donc là, c'est important vraiment de faire un bon échantillonnage et de prendre un nombre critique de pays, un nombre critique, d'années. Un autre, très grand, très grand problème, qui se pose et c'est pas propre à mon mémoire, c'est dès qu'on s'intéresse à des problématiques d'aide au développement, en tout cas dans les années plus récentes, c'est, celui de la Chine, puisque, la Chine, fait maintenant, beaucoup, donne beaucoup de financement pour le développement, mais, pour des raisons, qu'on connaît, ne publie, aucune donnée et donc il y a une impossibilité totale d'accéder à leurs données. Donc forcément, les résultats vont être, biaisés, sur ce pan-là. Même si, voilà, si on s'intéresse à un nombre assez critique d'années, on arrive à avoir une période où peut-être l'influence de la Chine était moins importante et donc à dégager quand même des tendances, mais c'est quelque chose, sur lequel il faut se pencher. Hem Après, Sarah évoquait la neutralité et c'est vrai que même dans, les méthodes quantitatives, en dehors des entretiens, il faut aussi faire preuve d'une neutralité parce que, parfois, quand on est, devant, ces régressions, devant, ces résultats, on peut leur faire dire, en fait, honnêtement tout ce qu'on veut. On le voit dans les médias, dans la manière dont certains chiffres sont interprétés, et donc parfois il est difficile de se détacher de ses hypothèses, de ses préconceptions et de prendre le recul nécessaire pour être neutre dans l'interprétation des résultats. Et là, je pense que ce qui m'a vraiment aidée, encore une fois, c'est de faire recours, d'avoir recours à des pairs, donc que ce soit mon directeur de mémoire, mais aussi d'autres professeurs qui peuvent un peu revoir, les régressions, les résultats et puis, donner leur propre interprétation. Et ce qui permet en fait, d'atteindre une certaine neutralité. Après, il y a aussi la question, quand on fait des régressions de celles des variables tierces. Donc, quid, de l'impact, du PIB d'un pays, sur son aide au développement, quid, j'en parlais tout à l'heure, de son score de corruption et donc il faut essayer de mettre au point des tests de robusteté, le plus possible et les plus précis possibles pour essayer d'isoler au maximum l'effet, ben, dans mon cas, du score CPIA sur l'aide au développement. Mais encore une fois, je n'ai pas prétendu atteindre un lien de causalité dans ce que j'évaluais. J'ai parlé d'une corrélation, qui était robuste, mais pas d'une causalité parce que, il aurait fallu, faire des méthodes, enfin, prendre des échantillons de pays qui avaient reçu ou non, et reproduire des expériences, randomisées qui étaient Mmh. c'était pas possible dans mon cas. Et enfin, tu l'évoquais donc, dans le laps de temps dont je disposais pour l'écriture du mémoire, je n'ai pas réussi à vraiment,
à accéder à des documents autres que les documents publics, parce qu'il y a 2 enjeux finalement. C'était d'une part d'identifier les bons documents, les documents, qui mettent en place l'aide au développement, les documents stratégiques des institutions et d'autre part d'identifier les équipes et les contacts parce que ces institutions sont souvent très grandes, très opaques et donc là, on a du mal à identifier sans avoir un pied dedans les personnes qui travaillent réellement sur ces problématiques. Et donc, pour mon mémoire, malheureusement, j'ai manqué de temps, mais actuellement, du fait que je travaille à l'OCDE, j'ai pu, nouer des contacts avec d'autres institutions, mieux identifier, les personnes qui travaillent sur ces problématiques et donc depuis 1 an, j'ai pu avoir plusieurs entretiens qui me permettent un peu d'aller plus loin dans mes recherches aussi, et donc d'identifier un peu mieux les enjeux, de l'allocation de l'aide au développement et la réalité du terrain. Parce qu'encore une fois, il y a une différence entre les documents et leur application. Merci beaucoup. Hugo, je te laisse enchaîner sur la conduite de tes travaux et comme ça on pourra passer après aux résultats avant Ouais. d'avoir une phase de questions avec le public. Je vais essayer d'être bref. De toute façon, Manon et Sarah ont pointé de manière hyper claire un certain nombre de problèmes liés aux méthodes qui sont déployées. Et je me joins complètement à ce qu'elles ont dit aussi sur le fait que, en fait, au départ, quand on se lance dans un mémoire, bon, bah, on prévoit un certain nombre de choses et puis après, on se fait rattraper par des réalités aussi. Moi, ça a été mon cas un peu d'un bout à l'autre, hein. Au départ, je voulais faire une évaluation de la stratégie. Après, je me suis dit non, l'évaluabilité. Après, je me suis dit non, mais plutôt l'évaluabilité de certaines orientations, parce que sinon, je ne ferais jamais le mémoire en 6 mois. Donc ça, typiquement, bah, c'est une limite, parce que mes résultats empiriques, ils sont limités à une partie d'une stratégie, avec quand même l'ambition d'essayer de généraliser des constats. Qui plus est, même si on construit bon, une grille pour structurer l'analyse, donc une grille d'évaluabilité avec des questions, etc., on se place effectivement dans une garantie du principe de reproductibilité. Donc c'est bien, on est dans une démarche qui se veut au moins un peu scientifique, mais malgré tout, ça reste de l'analyse interprétative. Typiquement, quand on fait de l'analyse documentaire sur des documents de politique publique pour voir si, pour répondre à telle question d'évaluabilité, bah, on est dans de l'interprétation. Et donc là-dessus, une des limites importantes en fait que j'ai rencontrées, c'est le fait que dans le temps de cette recherche, j'ai pas pu revenir avec mes résultats auprès de parties prenantes ou auprès de pairs chercheurs qui auraient travaillé sur la stratégie pour essayer de confronter aussi et de raffiner un peu les résultats à la lumière de la contradiction voilà, de parties prenantes notamment. Et puis après, juste une petite anecdote, et puis je termine là-dessus, sur le côté entretien sociologique. En fait, quand on fait des entretiens, il y a quelque chose d'assez classique auquel on peut se confronter, et je pense que tous les gens qui ont fait l'évaluation aussi ici ont déjà connu ça, mais c'est un certain refus de terrain. Donc une difficulté d'accès potentiellement aux gens avec qui on voudrait réaliser les entretiens. Moi, ça a été le cas pour la DGEC, donc la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est l'administration centrale la plus centrale pour le coup quand on s'intéresse à la stratégie nationale bas carbone. Malgré des demandes répétées sur plusieurs mois, j'ai jamais réussi à avoir d'entretien avec eux et donc j'ai dû être un peu astucieux et j'ai utilisé en fait une étude sociologique qui a été produite par Valérie Arnold, chercheuse associée au CSO à Sciences Po, qui a été mandatée en fait pour faire une étude sociologique sur, je crois, enfin sur des questions d'élaboration, voilà, d'utilisation des scénarios dans l'élaboration de ce type de stratégie, et où en fait elle a fait beaucoup d'entretiens avec des gens de la DGEC, et elle en relate des bouts dans son étude, enfin elle en cite des bouts dans son étude, elle commente voilà, son terrain, et donc je me suis servi de ça en fait aussi pour, comme une espèce de données de seconde main pour pallier les personnes que j'avais pas pu interroger moi-même. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette petite anecdote, Hugo. Euh, on va passer à la dernière question et puis après on pourra laisser le public poser ses questions. Quel résultat?
Sarah, est-ce que le programme de démocratisation de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye fonctionne? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi et comment? Alors en un mot, oui. Je vais pas dire oui et non parce que vraiment la réponse c'était oui. Bien sûr. Bon alors, j'ai mis les principaux résultats, mais ils sont vraiment détaillés encore une fois dans le rapport évidemment. Les personnes interrogées, que ce soit au niveau des élèves ou bien des professeurs référents sont, tous très satisfaits du programme. Donc voilà, on a des chiffres, clés, et même, c'était les retours qu'on avait en entretien. Voilà, d'une grande utilité pour eux avec, ces différentes composantes. Donc là, on parle d'une plateforme en ligne avec, des ressources pour, les 3 matières, du concours, donc questions contemporaines, histoire et langue vivante. Ensuite cette semaine intensive donc, une semaine durant laquelle ils sont hébergés, et puis, donc au sein de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, une semaine de découverte finalement de l'IEP qui leur permet d'être en immersion dans l'école, et qu'ils aimeraient intégrer. Et là donc on a des conférences, qui sont données, des petits travaux de groupe et cetera et puis, 2 jours je crois ou sur une journée, des concours, blancs. Donc voilà, cette semaine-là, c'est vraiment la plus-value, du dispositif, une semaine qu'on ne retrouve pas ailleurs, en tout cas pas déclinée telle quelle dans les autres, Sciences Po du réseau. Et donc, c'est vraiment un apport, pour, bah, la réussite au concours, des étudiants parce que ça leur donne envie, maintenant qu'ils ont vu l'école, d'y entrer, ils sont motivés, ils sont quand même soutenus, encadrés. Le tutorat, dont ils bénéficient, au sein des lycées est très bénéfique. Donc normalement, minimum, c'est 1 heure par semaine, mais on le voit à chaque fois, les professeurs qui sont volontaires, proposent quand même, plusieurs temps dans la semaine et ils s'adaptent avec, leurs étudiants. Donc voilà, tout plein de finalement de résultats positifs que je vais pas tous détailler, mais les élèves font état d'une grande aide aussi dans leur orientation post-bac. En tout cas, ils réussissent tous au bac. En majorité, ils ont des mentions, que ce soit bien ou très bien. Ils poursuivent tous dans le supérieur, en majorité, donc à l'université, ensuite dans des grandes écoles, et après en classe prépa sinon, voilà. Quand on les a aussi en entretien, donc souvent ils se dirigent vers des cursus de sciences politiques et cetera et ils sont tous satisfaits avec, ce qu'ils ont fait. Ils reconnaissent tous, l'utilité du programme dans leur parcours et certains disent même, «Bah, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu cette aide-là, heu, qui m'a motivé, qui m'a ouvert la voie». C'est beaucoup d'élèves aussi, issus de milieux sociaux très défavorisés parfois, qui n'ont pas d'exemple dans leur famille, qui n'ont pas de modèle en fait, de personnes qui ont réussi ou qui ont pu avoir la chance, de poursuivre dans le supérieur et pour eux, ça a été une vraie belle découverte. Ensuite, voilà, quand même des réserves, des effets aussi, parfois négatifs, en tout cas à relever. Dans sa globalité, le programme ne s'adresse pas, en majorité à des personnes, dont, la catégorie socio-professionnelle des parents, par exemple, est celle des employés ouvriers. D'accord. Aucun n'est de la catégorie socio-professionnelle de, agriculteurs. Donc voilà, ça fait écho aussi finalement au niveau national à cette surreprésentation, des, personnes dont les parents sont professeurs, notamment, et en tout cas qui sont issus des professions intellectuelles, supérieures, dans ces cursus-là, dans ces écoles. Donc ça interroge aussi sur, cette règle du critère, boursier. En fait, Mmh. finalement, d'un lycée à un autre, il y a quand même, beaucoup de cas par cas. D'un lycée à un autre, soit on a 3 heures dans la semaine, soit on en a une, et donc on n'est pas autant avantagé que ses camarades, si on a ce professeur qui est finalement hyper investi ou si on a un autre professeur qui, par exemple, ne parle jamais de la plateforme, à ses élèves. Certains me disent: «Ah mais je ne savais pas qu'il y avait une plateforme qui existait», et donc n'ont pas pu bénéficier de ces ressources et de ces outils, pour la méthodologie au concours, qui est quand même précieuse. Donc Mmh. là où il y a vraiment l'égalité, c'est cette semaine intensive. Ailleurs, c'est, vraiment variable et finalement on le voit, ça permet pas au dispositif en tout cas de toucher peut-être autant de personnes qui le devraient et peut-être autant de personnes, qui devraient être le public cible, du dispositif. Donc c'est là aussi où on a formulé, et je termine par là, Mmh. 10 recommandations donc qui portent à la fois sur, l'économie générale du concours, sa conception, par exemple par qui il est porté. On a émis des recommandations sur, ce portage-là, sur le suivi, des fichiers, le croisement des données qui est important aussi, on l'a vu parce qu'on a dû recommencer aussi beaucoup le travail, qui avait été, fait pourtant durant plusieurs années. La mise en œuvre du programme et l'accompagnement des bénéficiaires au sein des lycées. Contrairement par exemple au dispositif, de Sciences Po Toulouse, on a très peu d'étudiants en fait de Sciences Po qui viennent faire du tutorat et donc ce lien-là manque finalement.
puisque ce sont aussi des personnes ressources qui peuvent donner envie, qui peuvent apporter des choses que les professeurs parfois ne peuvent pas. Donc, c'est là aussi on a fait des recommandations et sur la valorisation, sur le long terme du programme, puisqu'il y a un manque de communication, de partage d'informations parfois claires. Encore une fois, je parle de l'admission parallèle. C'était quand même assez surprenant parfois de parler avec des étudiants en leur disant: «Mais du coup, pourquoi vous n'avez pas, demandé à intégrer en ayant eu le bac, bien, mention bien, ou très bien?» et qui voulaient vraiment intégrer, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et quand on nous dit: «Bah, c'est parce que j'ai pas eu l'info», ça interroge finalement parce que c'est vraiment, mis en place pour eux. Hem Et enfin, bah, comme je l'avais dit tout à l'heure, tout ce qui se passe ensuite dans l'après, et le suivi, bah, qui est absent de ces élèves-là qui devenus étudiants au sein de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, qui sont en fait qui doivent, rentrer dans le grand bain et qui sont pas suivis, pas plus forcément identifiés, et donc voilà, il y avait des sujets à au su avec, bah, l'absence, d'accompagnement par exemple des associations et je termine là, au niveau des groupes de langue. Alors là aussi, c'était quelque chose qu'on prévoyait pas d'étudier, enfin, c'est venu comme ça, dans les entretiens et les focus group, mais en nous disant: «Bah, en fait, on est mis dans des groupes de langue, on n'évolue jamais pendant 5 ans, on comprend pas, enfin, on s'adapte pas forcément à nous, à nos besoins», aussi par exemple, au manque de réseau qu'on a. Donc en fait, c'est une suradaptation qu'ils doivent faire une fois intégrés dans ces écoles-là. Et donc on en oublie, qu'ils ont dû bénéficier avant d'un accompagnement et parfois qui doit être, poursuivi sous d'autres formes, hein, sans doute. Mais donc voilà sur quoi, on portait, très rapidement nos recommandations et nos résultats. Donc, un programme, cohérent pour répondre à ta question Théophile au Ouais. début, avec les objectifs, que se sont donnés, donc les responsables, et vraiment très porteur et encourageant pour la réussite, des étudiants dans le supérieur. Bon, très intéressant. Merci beaucoup, Sarah. Manon, tu nous parlais tout à l'heure, tu nous as teasé avec une corrélation, robuste entre le CPIA et le volume global, d'aide publique au développement. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? Mmh. Oui, corrélation robuste, ça fait rêver effectivement. Non, je vais être brève aussi pour permettre, au plaisir d'approfondir avec les participants pendant la discussion. Mais c'est vrai que mon mémoire, donc il révélait que d'une part que les flux d'aide au développement reçus par un pays, de manière agrégée étaient positivement corrélés avec le score CPIA attribué par la Banque mondiale. Et d'autre part que ces volumes d'aide au développement reçus étaient d'autant plus élevés que le pays avait obtenu un bon score dans la section, du CPIA qui évalue la stabilité politique et la bonne gouvernance, donc le cluster D. Concrètement, cela, confirmait d'une part que la Banque mondiale, fait office d'institution normatrice dans l'écosystème du développement et que ce critère du CPIA qu'elle a mis en place dans les années 80 a été repris par de nombreuses organisations nationales, internationales pour l'allocation de leur aide au développement. D'où l'importance de réfléchir sur ce critère. Et par ailleurs, cette prime à la stabilité politique et à la bonne gouvernance, qu'on observe avec cette prépondérance, du cluster D, elle pose la question de la pertinence de l'utilisation du CPIA dans un contexte où les 3/4 des individus en situation d'extrême pauvreté sont dans des états fragiles et en conflit qui sont par définition caractérisés par un mauvais score, dans ces scores de gouvernance et de stabilité politique. Et donc, on a ici une inadéquation, en fait, entre, enfin, là où Sarah voyait dans ses résultats une adéquation entre l'objectif et le résultat, bah, ici, il y a plutôt une inadéquation entre ce qu'on veut, réduire l'extrême pauvreté, et ce qu'on observe, c'est-à-dire que l'aide au développement aura tendance à se diriger toujours vers les mêmes pays qui en ont certes besoin, mais peut-être moins que d'autres pays. Et donc, on a un gap qui se crée entre, d'une part, ce qu'on appelle les orphelins de l'aide et d'autre part, les chouchous de l'aide. En anglais, on dit «Hey darling», c'est un peu plus joli. Donc, ces résultats, ils ont suscité, une nouvelle question de recherche que j'ai commencé un petit peu à étudier, dans mon travail à l'OCDE et que j'aimerais poursuivre. C'est, comment s'assurer de l'allocation des capitaux, cette fois qu'ils soient publics ou privés, à des fins de développement, vers les États fragiles. Donc voilà, et donc c'est ce sur quoi, mes recherches, portent actuellement. D'accord, bah, très beau sujet également. Merci beaucoup, Manon. Hugo, je te laisse conclure, avec, tes résultats, les résultats de ton Super vite mémoire. alors.
Non, prends ton temps parce que déjà au JFE, tu étais passé en Non, dernier, mais donc tu avais non, été non, un peu frustré, de toute façon, dans le mémoire, si ça intéresse les gens, bien les sûr. résultats sont résumés sous forme de bullet points, oui, enfin bref, de manière vraiment résumée à la fin de chaque partie, ils sont présentés. Donc voilà. Bon, alors très très vite, donc les résultats, disons, concernant les résultats vraiment empiriques concernant l'étude d'évaluabilité sur les orientations de gouvernance dans la stratégie. Euh, des problèmes d'évaluabilité en fait très importants sur la logique d'intervention, c'est-à-dire en fait la logique qui sous-tend la définition de ces orientations de gouvernance, qui est en fait pas du tout questionnée, pas basée sur des références à la littérature ou sur des preuves quelconques d'efficacité, à l'inverse de toutes les autres orientations sectorielles et thématiques de la stratégie. Bon, ça semble peut-être un petit peu abstrait dit comme ça, mais je vous invite à aller lire un peu plus le document si ça vous intéresse. Et puis surtout, en fait, j'insiste là-dessus, mais vraiment des difficultés d'évaluabilité très importantes liées à, comme je le disais tout à l'heure, l'alignement et l'additionnalité des niveaux de planification, qui est quelque chose en fait qu'on retrouve, je pense, dans d'autres politique publique qui vise à coordonner une action à différents niveaux de gouvernance, mais en tout cas sur la transition, c'est extrêmement frappant parce que ça fait appel, enfin en tout cas c'est des approches de politique publique qui sont vraiment systémiques parce qu'on cherche à changer des choses dans un peu tous les domaines de la société et à tous les niveaux de gouvernance. Et donc en fait la mise en cohérence des appareils de gouvernance aux différents niveaux dans la planification est très très compliquée et à la fois dans la manière dont ça prend forme dans la réalité et la manière dont il faudrait l'évaluer comme conséquence. Voilà. Et puis, je termine juste donc, avec deux, trois remarques sur des résultats un peu plus généraux. En fait, je suis retombé donc, sur des constats qui sont présents dans la littérature, mais en matière de politique publique liée à la transition, on a des difficultés d'évaluabilité importantes liées au fait que les situations de référence auxquelles on voudrait comparer, par exemple, une mesure d'impact, en fait, elles bougent, elles changent. Donc ça, c'est quelque chose de spécifique et de complexe. J'ai caractérisé donc cette politique publique comme répondant à certaines conceptualisations théoriques de la complexité dans l'action publique, ce qui vient aussi avec des difficultés spécifiques d'évaluabilité qui sont dans la littérature. Et puis donc, bah, comme je le disais, c'est quelque chose que j'ai essayé de généraliser dans la discussion à la fin du mémoire, le côté articulation et compatibilité entre les niveaux de planification, qui nécessite aussi de repenser en fait, ou en tout cas de se préparer en amont si on veut mettre en place une démarche d'évaluation ou de recherche de ce type d'action publique. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, faire un petit peu appel aussi à la prospective pour justement voir pour prendre en compte les incertitudes du futur, en quelque Euh, sorte. par- Pardon, tu veux dire dans quoi, dans la conduite future d'évaluation? Oui, ouais, Oui, mais en fait, c'est tout l'enjeu de l'étude d'évaluabilité, c'est de préfigurer ce qu'il faudra faire au moment de l'évaluation. ouais, bien sûr. Et donc, moi, je m'en suis servi voilà, pour essayer de consolider des connaissances plus générales sur ce type d'action publique, mais c'est aussi l'enjeu ouais, de l'étude d'évaluabilité. D'accord. Merci beaucoup. Pour terminer, on voulait vous proposer au public de poser vos questions par rapport aux présentations qui ont été faites. Euh, Il nous reste 5 minutes, mais on peut prendre un petit peu plus de temps. Je crois que maintenant tu as une contrainte à 30, mais si jamais on peut prendre un petit peu plus de temps. Peut-être pour amorcer, tu disais Manon tout à l'heure que tu donnais un conseil aux étudiants pour la rédaction de leur mémoire en les incitant à inviter leur tuteur lors de la restitution des travaux. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à des étudiants qui souhaiteraient écrire un mémoire, par exemple en lien avec l'évaluation, mais pas nécessairement, mais je crois qu'il y a certains étudiants qui assistaient au webinaire, qui étaient dans des cursus en évaluation de politique publique. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner dans la rédaction, dans la conduite de leurs travaux?
Moi, peut-être plus, niveau personnel parce que quand j'ai mené, cette étude, en parallèle, j'avais 10 projets à rendre, toujours, dans le cadre de mon master et j'avais commencé mon stage, en février et donc on a rendu l'évaluation en mai. Donc voilà, j'étais vraiment très, très prise et ma charge mentale était énorme. Donc voilà, quelque chose, une question, à laquelle je suis sensible, mais niveau santé mentale, de savoir prendre du temps pour soi aussi, surtout si on est exigeant et perfectionniste, comme moi, ce qui est pas toujours, très bien. Voilà, il y a des choses, il faut savoir prendre du recul ou se dire qu'on les obtiendra pas ou comme voilà, Manon et Hugo disaient, on pense pouvoir obtenir que ce soit des entretiens, des résultats et voilà, si on met tout en œuvre et que ça fonctionne pas, on peut se rabattre ailleurs et ça enlèvera pas, je pense, en tout cas, à la qualité du travail mené, à tout l'investissement qui sera mis dedans. Donc savoir aussi, se «ménager» entre guillemets, et pour mieux tenir, en fait, finalement, sur le long terme parce que 6 mois, c'est long et le but, c'est aussi d'arriver au bout donc pas tout donner au début et penser, devoir tout obtenir tout de suite. Oui, je vais rejoindre Sarah aussi, sur, cette idée d'être réaliste, et honnête avec ce qu'on peut faire dans le temps qu'on a et aussi de pas forcément en être frustré et de se dire que tout ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est des pistes, de recherche pour demain. Et un autre aspect, peut-être, que j'ai trouvé utile, par exemple, Sarah, tu étais connectée à ton projet, de par ton expérience propre et ton lien avec Saint-Germain Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et dans mon cas, au début, je suis entrée dans mon sujet par la littérature et même si c'est très important en termes de rigueur méthodologique, je pense qu'il est aussi important de rester connecté à son sujet et donc que ce soit par un stage que vous pouvez faire ou par des expériences personnelles. Par exemple, en écrivant mon mémoire, j'ai débuté un stage à l'OCDE et donc ça m'a permis, comme je le disais avant, d'accéder à plus, de ressources, de voir, de découvrir l'écosystème de l'intérieur, de créer des contacts et je pense que c'est important aussi pour rester connecté à son sujet et pas trop, se partir dans les théories et autres, de s'ancrer dans ce sur quoi, on écrit et ce de quoi on parle et c'est pas toujours évident, hein, comme Sarah disait, par manque de temps. Voilà, mais je pense que c'est important. Ouais, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Manon, je rejoins complètement. En l'occurrence, toi Manon, visiblement, tu as eu la chance de pouvoir enchaîner avec une expérience professionnelle qui te permettait de rester aussi dans le sujet. Moi, c'était pas mon cas, mais en parallèle, parce qu'en parallèle de mon mémoire, en fait, je faisais aussi un stage à l'OCDE, mais sur autre chose. Mais ceci étant, je pense qu'on peut généraliser ce que tu dis aussi à autre chose qui est en matière d'évaluation, toujours au-delà de la littérature scientifique, aussi aller regarder les productions d'évaluation sur des sujets qui sont connexes ou qui sont le même sujet mais ailleurs, sur une autre aire géographique, etc. Parce que bah, il y a des gens qui ont discuté, se sont mis d'accord sur des critères pertinents, sur des choses à regarder. Et en fait, ça permet, bah, comme tu disais, de pas partir dans des idées qui semblent bien dans notre tête, mais qui en fait, parce qu'on est tout seul, parce qu'on est étudiant, qu'on n'est pas forcément connecté au terrain ou à une pluricité, on va dire, de terrains liés au sujet, bah, on peut sortir un peu du cadre pertinent et d'interprétation pertinente. Voilà. Donc, ouais, très important. Très bon conseil. Bien, je sais pas s'il y a des personnes qui voudraient poser une question, mais en tout cas, on est pile à l'heure, il est 12h30, tout pile. Donc il me reste juste quelques secondes pour en profiter pour parler de l'édition, de la troisième édition du prix. Donc si vous avez écrit ou vous connaissez quelqu'un qui a écrit un mémoire sur l'évaluation des politiques publiques dans le cadre de leur master durant les 2 dernières années, eh ben, n'hésitez pas à candidater sur la plateforme qui est dédiée. Je vais remettre le lien dans le chat juste après, puisque cette plateforme vient d'ouvrir et donc vous pouvez déposer vos travaux jusqu'à fin septembre. Et merci d'ailleurs à nos 3 lauréats qui participent à l'organisation de ce prix. C'est important d'avoir des personnes qui se dévouent pour organiser une telle initiative. Et donc les mémoires seront lus en octobre et novembre 2023 et les résultats seront communiqués
fin novembre, début décembre. Et il y aura donc une remise du prix en décembre 2023 au CESE. Il y aura une journée qui sera organisée par la Société française de l'évaluation. Et donc, ça sera l'occasion de présenter les travaux et puis de voilà, donner un peu de visibilité aux jeunes lauréats. Et donc, pour toute question, vous pouvez vous adresser à l'adresse mail qui figure sur la présentation. En tout cas, merci beaucoup Sarah, Manon et Hugo pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant et puis la rediffusion permettra aux gens qui n'ont pas pu venir voilà, de consulter vos travaux, d'en prendre connaissance. Donc merci, encore un grand merci. Merci Merci à pour toi. l'invitation, c'était un plaisir. Oui, vraiment. Et voilà, s'il reste des personnes connectées, qu'elles n'hésitent pas, si elles ont des questions plus tard, à nous contacter. Je pense qu'on est tous les 3 dispo, notamment Ouais. sur voilà, pas hésiter. Merci. À bientôt. Merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.